En effet, comme évoqué, l'enseignement supérieur, c'est le lieu de la connaissance, c'est le lieu de la critique, donc c'est le lieu de l'insoumission, c'est le lieu de la remise en question. La connaissance, forcément, est insoumise. On remet en cause. C'est vraiment le lieu de l'émancipation. Or, précisément, c'est ça qui est coincé, c'est ça qui est verrouillé. Donc j'ai organisé en mai 2018 un colloque qui se voulait un contre-projet au processus de Bologne. Alors, comme il a été évoqué en tout début, suite à un premier discours qui a eu lieu en 1998, c'était le discours de la Sorbonne. Effectivement, Claude Allais, tout ça, ils se sont dit, dans le cadre du marché européen qui existait déjà, quoi, bon, on peut se mettre d'accord. Il faut peut-être faire un marché, pas un marché, mais mettre nos savoirs européens, quoi. Alors, au début, ça commençait trop, enfin, tout est très bien dit. Bref. 20 ans après, M. Macron, on dirait-on que le seul Européen, enfin bref, s'est saisi de l'occasion pour fêter ses 20 ans à Paris. Alors, au début, il a voulu faire un grand événement pour fêter le discours de la Sorbonne de 98. Voilà. Sauf qu'il a dû revoir ses ambitions à la baisse, parce que comme c'était le vrai tollé chez les étudiants, du coup il a fait ça discrètement, enfin bon, si on peut le dire, il a fait discrètement donc son anniversaire du processus de Bologne le 26 mai, lui c'était au Palais Brognard, c'est-à-dire la bourse de Paris. Du coup, j'ai porté son initiative que je trouvais très pertinente, de faire un contre-projet, un contre-anniversaire à cet événement. Et du coup, nous avons réuni des chercheurs de différents pays d'Europe et aussi d'ailleurs au-delà d'Amérique du Sud, notamment. Je vais vous en faire tout simplement la synthèse. Et aussi les pistes de réflexion, d'ouverture, comment sortir de l'état où on est. Processus donc de Bologne, qui voulait faire converger les systèmes universitaires pour éventuellement les comparer, voire les mettre en concurrence, certes, mais ce qui a été dit, c'est qu'en vérité, chaque système européen, chaque système national garde quand même son identité. Ça n'a pas tant harmonisé que ça. Si, ça a harmonisé les concours, si, il y a eu Erasmus, mais en vérité, chaque pays a gardé son propre système. En revanche, chaque pays, tous les pays, et tout le monde, a été gagné par, on va dire, le libéralisme, et son idéologie et sa manière de faire les choses. Et finalement, ça, c'est l'invariant de ce qui se passe dans les universités et la recherche. Donc, la logique, et je vais vous pointer donc, les différents aspects qui touchent, donc, et qui sont des aspects qu'on va retrouver dans l'entreprise, dans les hôpitaux, dans tous les services publics, mais celui de la recherche aussi est exactement victime de la libéralisation de tout. Par exemple, en Allemagne, je reprends les notes, un enseignant gagne 600 à 1000 euros par trimestre pour des interventions très ponctuelles. Il intervient sur telle ou telle matière, puis après on en fait intervenir un autre, etc. Ça, c'est pour l'enseignement. Pour la recherche, c'est exactement pareil. Compte tenu qu'il n'y a pas de budget pérenne, on n'emploie les chercheurs que par petits bouts, que par petits coups. Mais même dans les grandes écoles comme Sciences Po, il y a 90% de vacataires. Alors, certes, ce sont des vacataires qui sont par ailleurs conseillers de je ne sais qui, je ne sais quoi. Mais le système scolaire lui-même ne vit pas de quelque chose de permanent, de quelque chose de stable, mais de la précarité et de la vacation. Donc un professeur maintenant, alors en Allemagne il reste le statut de professeur. Alors, le statut de professeur il est de plus en plus rare, il y a de moins en moins de postes d'ouverts. Dernièrement aussi le statut de chercheur au CNRS, puisqu'il était question du budget, cette année encore va diminuer. D'ailleurs, moi j'ai été interpellée par des gens du CNRS pour écrire au ministre et lui demander pourquoi d'année en année il y a moins de chercheurs au CNRS. Donc voilà la précarité. Alors qui dit précarité dit en effet ce temps court qui est contraire à la recherche.
Donc, précarité égale j'ai pas le temps. D'ailleurs, on prend pour chercher vite et trouver vite. Or, racontait-il, il y a eu le mythe de Newton, vous savez, qui a fait cette recherche fondamentale, cette grande découverte. Il l'a fait en dormant. C'est en se réveillant qu'il y a eu cette illumination. Voilà. Parce que je trouve que quand on cherche pas forcément. On ne trouve pas forcément quand on cherche. On cherche, et un jour on trouve. Mais ça ne peut pas être dans 3 heures, je vais trouver, s'il te plaît. Ah, t'as pas trouvé? Non, mais non, c'est pas ça. Ça, c'est pas la recherche. Enfin, dans la même perspective que tout ce qui a été un peu privatisé avec la loi LRU, et qui n'a rien à voir, qui sont vraiment des politiques nationales, mais libérales. Alors, on les trouve partout, dans toute l'Europe. Alors, on a mis tout un système de management. Des gens qui contrôlent, qui surcontrôlent, qui surpillent parce qu'on fusionne les universités, donc ça fait des tonnes non pas de mutualisation, mais de surplus, de millefeuilles, de cadres intermédiaires, enfin de grains de papier. Voilà, la bureaucratie libérale, moi j'appelle ça la bureaucratie libérale, qu'on voit dans les hôpitaux et qu'on voit aussi dans les universités. Voilà. L'ANR, que tu évoquais, qui a été évoqué précédemment, fait partie de ça. Cette agence qui est là pour distribuer l'argent. Finalement, c'est un guichet où on distribue l'argent. Pourquoi ça n'ira pas directement à l'État, de l'État au labo ou au SNRS? Pourquoi il faut mettre un guichet supplémentaire de distributeur de budget? Et là, je peux vous assurer que l'an dernier, il y a eu des postes supplémentaires pour ces distributeurs d'argent, qui ne sont ni des chercheurs, ni des médecins quand il s'agit d'hôpitaux, ni rien de rien, qui sont des sorties de grandes écoles, qui ne savent rien, si ce n'est gérer, comptabiliser, maîtriser, contrôler, patati, patata. Voilà. Donc ce management-là génère du stress, de l'évaluation perpétuelle, qui en effet, de toute façon, est le travail du chercheur. Mais là, on évalue la performance, je ne sais pas ce qu'ils évaluent. Bref, le chercheur, il passe son temps à chercher de l'argent et non plus ce qui relève du domaine de sa recherche. Voilà. Donc le financement, ça a déjà été évoqué. Donc des financements qui ne sont pas pérennes, avec toutes les conséquences. Et c'est là, donc, du coup, pour insister sur un autre sujet, parce que je trouve très politique, c'est aussi sur les contenus des savoirs. Le libéralisme arrive jusque dans les contenus des savoirs. Et je ne parle pas de philosophie, je parle de mathématiques, figurez-vous. Pareil, je témoigne des chercheurs dans ce colloque, professeurs de mathématiques à l'université. On n'apprend plus à démontrer. On n'apprend plus à démontrer un théorème en mathématiques, enfin, on n'apprend plus à justifier, à développer une explication. On applique des formules, comme en informatique. On ne vous demande pas de comprendre, on vous demande d'appliquer. En mathématiques. Alors, vous imaginez l'esprit critique de l'université? Vous vous imaginez ce lieu du savoir, ce lieu de la critique, ce lieu de l'émancipation, ce lieu de la culture gratuite pour rien, pour savoir, pour connaître, pour évoluer, pour se libérer. Bref. Eh bien non, ce n'est pas ni ces compétences, ni ce savoir, ni cette connaissance, ni cet esprit critique que l'on développe, mais tout simplement de pouvoir l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'on veut en effet que les gens soient immédiatement employables et surtout qu'ils ferment qu'ils se la ferment, qu'ils obéissent. Autre exemple, dans ce sens-là, autre exemple pour illustrer ce que je dis, alors là en mathématiques c'est flagrant quoi. Quand un professeur de mathématiques me dit qu'il a pas pu à démontrer, je dis voilà. Mais c'est vrai, encore plus vrai en économie et dans toutes les sciences humaines. Je prends le cas de Frédéric Lordon, que vous devez donc tous connaître, qui ne fait pas partie, je ne sais pas, qui critique l'économie libérale, c'est encore possible. Ben non, ça n'est plus possible. Du coup, on l'a relégué dans les sciences de la philosophie, alors que, comme ça, au moins, on dit sociologie. Alors, il y a Friot qui est en sociologie, lui, il est en philosophie, ou je ne crois pas, peu importe. Enfin, il est en sciences humaines, et non pas, je n'ose pas dire avec sciences économiques, mais non pas en économie. Bref, en tout cas, voilà comment on se débarrasse de tous ceux qui ne sont pas orthodoxes avec la pensée libérale. Moi, c'est fondamental. C'est-à-dire, si l'école, et plus encore l'université, le lieu de l'élaboration et de la critique,
eh bien, n'est plus là. Alors là, le futur semble bouché. La liberté de penser, tout ça, ça semble clos. Comment s'en sortir? Toutes ces normes de Shanghai, toutes ces normes que vous avez mis en place pour pouvoir se comparer les uns les autres, être en compétition continuelle, etc. Alors il y a Pisa, mais il y a aussi Shanghai. C'est le classement de Shanghai, c'est la norme Pisa, Shanghai, en effet. Alors ça a été internalisé par chaque acteur. C'est-à-dire, elle dit, si vous n'y faites pas attention, si vous n'en parlez pas, ça n'existe pas. Mais en vérité, plus vous en parlez, plus ça existe ce classement. Plus vous rivalisez, plus vous mesurez avec la norme qu'on vous a donnée, plus elles existent. Mais si vous désobéissez, si vous ne vous en servez pas, ça n'existe plus. Par exemple, par rapport à la loi Parcoursup, l'orientation des étudiants. Bon, c'est connu, elle a été mise en application avant même d'être votée. Hein, voilà. Donc dès le mois de décembre, tout le monde devait s'affoler à savoir quels critères et ça. Elle a été logiquement votée qu'au mois de mars. Mais c'est pas grave, tout le monde s'était déjà mis à réfléchir à la mettre en œuvre. Pour dire l'obéissance de chacun. J'ai oublié de vous dire tout à fait en introduction quand même que les problèmes de budget de l'ESR viennent aussi d'une augmentation en termes démographiques dans tous les pays européens. Et depuis les années 60, c'est-à-dire depuis qu'on a ouvert le collège à tout le monde, qu'on a fait en sorte dans les années 80 que tout le monde ait son bac, l'accès à l'université a été exponentiel, mais pas les moyens qui vont avec. Ou très peu. Là, on a beau avoir d'année en année de plus en plus d'étudiants, eh bien, les budgets n'augmentent pas en proportion. Donc le budget est toujours insuffisant au regard de ce qu'on a pu connaître et de plus en plus insuffisant également pour la recherche. Voilà, mais pour revenir aux pistes de comment se sortir de cet endoctrinement quasi idéologique, quoi. Parce que justement le problème il est idéologique. Et puis en plus de ça, on est finalement aveuglé. Donc on s'est dit, la bataille elle doit se mener sur le plan idéologique aussi. Puisqu'on nous matraque d'un point de vue idéologique, on doit faire cette bataille aussi idéologique. Et donc, penser l'université de nouveau avec les acteurs qui la composent, et repenser, redéfinir, exactement comme tu viens de le faire, l'objet de l'université, qui n'est pas simplement de faire en sorte que les gens soient employables. D'ailleurs, au passage, l'histoire de faire des licence plus master, etc. La licence était un premier niveau pour un niveau d'employabilité. Hein, licence pro, licence ci, licence là, voilà. Un niveau d'employabilité vite fait. Hein, voilà. Et puis après, le reste, master aussi, d'ailleurs, c'était très professionnalisant, enfin, tout était professionnalisant. Voilà. Enfin, donc, pour dire qu'en effet, l'objectif de l'université, il faut redéfinir l'objet de l'université et redéfinir aussi avec les acteurs qu'est-ce qu'ils veulent de leur université? C'est quoi, enfin, quelles sont les valeurs? Qu'est-ce qu'on veut penser de cette université? Ça, c'était la première. L'hôpital, on le sait, c'est dans les journaux. Et puis quand on va à l'hôpital, on le sait. Mais l'université, on ne le sait pas. Voilà. Et puis, il y a un saut de génération. C'est-à-dire que les jeunes qui vont à l'université, ils ont le sentiment que ça a toujours été comme ça. Bah oui, c'est bien. Non, mais la concurrence, il y en a qui fait, je crois. Enfin, bon, bref. Ils ont internalisé le discours ambiant dans lequel ils sont nés. Moi, justement, comme j'ai fait la fac avant, c'est bizarre ce qui se passe, pas comme ça il y a 30 ans. Ah oui, mais eux, ils ne savent pas que c'était pas comme ça en 30 ans. Donc, ils n'ont même pas la possibilité de percevoir. Alors, si, ils ne sont pas contents parce qu'ils trouvent injuste, en effet, que leurs camarades ne puissent pas rentrer à la fac, de rester dans cette fac-là et pas dans l'autre. Enfin, bref, tout simplement, s'il n'y a pas assez de moyens, alors on est obligé de faire des tris. Tiens, toi tu vas là, toi tu restes là, parce qu'il manque de moyens. Donc le dire, le faire savoir, c'est vraiment important. Et le faire savoir dans tous les pays, parce que c'est pareil en Amérique du Sud aussi. Donc, ensuite, ça c'était cette bataille idéologique, et puis ensuite on parlait d'une bataille stratégique, c'est-à-dire d'avoir la posture de la désobéissance, à chaque échelon. Dire ça, un professeur, les étudiants, ou alors désobéir, par exemple, en ne sélectionnant pas, en n'évaluant pas. Alors il y a eu des universités qui ont dit non.
Bon, voilà. Continuer de dire non et pourquoi, et de l'argumenter. Voilà. À son échelle, ou un UFR, enfin, bref. Des attitudes de désobéissance. De faire savoir, plutôt, de faire savoir, donc l'université s'ouvre et qu'elle fasse savoir, qu'on dise voilà comment on cherche, ce qu'on ne cherche plus, comme on n'a plus le temps. Il est temps de créer cette résistance en réseau. Des UFR d'économie, qui font un réseau de contestation, enfin, un réseau d'universités insoumises.